Alors aujourd'hui dans Debug Mode, on va s'intéresser à un aspect omniprésent à nos lives, qui fait partie de notre quotidien, mais dont on parle peu en fait. C'est la traduction, l'adaptation, les sous-titrages, tous ces aspects-là. Par exemple, tout à l'heure vous avez vu une news avec Phoenix Wright et Layton, il a fallu la traduire, ça a été traduit cet après-midi et sous-titré ici. Voilà, donc on va voir un peu comment ça se passe. Donc sur Moneyshot, en fait, les gens ne savent pas forcément, mais les bandes annonces qu'on a, elles sont entièrement en version originale. Donc il faut à chaque fois toutes les traduire et poser les sous-titres. Alors déjà, on a fait le choix du sous-titrage, ce qui est très peu répandu en télévision. La plupart du temps en télé, on double, donc on ne sous-titre pas, tout simplement parce que bon, on considère que c'est plus simple pour le spectateur, que c'est plus immédiat, etc. Mais c'est vrai qu'on perd du coup énormément au niveau, déjà, on va pas parler d'interprétation comme pour le cinéma, mais on va parler un petit peu du ton, qui est parfois rigolo de certaines réponses. Moi, je préfère de toute façon les sous-titrages, puisque je considère que c'est quand même c'est plus fin, et ça permet également d'entendre ce que disent réellement les développeurs. Avec un comédien qui lit la traduction par-dessus la voix de l'intervenant. C'est-à-dire qu'on entend l'intervenant en dessous et le comédien va doubler par-dessus sans vouloir spécialement se coller au lip-sync, au mouvement des lèvres de l'intervenant. C'est juste une traduction qui est posée comme ça. Mais ça n'empêche pas le comédien d'essayer de prendre un peu le ton de l'intervenant. En général, évidemment, c'est le mec qui fait ça, c'est le premier qui passe dans le couloir, donc c'est rarement la même voix que l'intervenant. Souvent, il essaie aussi de reprendre les mimiques, les petits rires. Donc pour moi, c'est juste le frisson de la honte. Au fait, une question nous brûle les lèvres. Mais alors, est-ce qu'il faudra la sauver, la princesse? C'est comme la princesse Peach ou la princesse Zelda. Les princesses, c'est fait pour être sauvées. Un japonais va parler pendant 30 secondes pour faire passer une idée. Il va dire voilà, ce jeu va sortir en décembre, et mettons qu'il met 30 secondes pour le dire, en français ça va mettre que 10 secondes. Eh pas de problème, le monteur il va couper les 20 secondes de japonais en trop. Et évidemment personne l'entendra parce que la voix off va complètement couvrir le texte original. C'est pour ça aussi que choisir le sous-titrage, c'est une manière aussi d'être plus transparent, limite de se mettre plus en danger parce que tout de suite notre traduction est vérifiable. Du coup, il faut être vachement plus synchro et vachement plus carré. Et le sous-titre permet au final de transcrire plus de choses que la voix off qui est placée par-dessus l'interviewé. C'est certain qu'en termes de gain de temps, il vaut mieux doubler que de sous-titrer. Donc là où c'est vrai que la plupart du temps, on peut imaginer genre le doublage ça coûte cher, etc. Il faut une voix, etc. Non. Au final, ça va beaucoup plus vite puisqu'on n'a pas à poser et à caler également les sous-titres sur une interview. Donc là, c'est un truc assez rébarbatif à faire. Et en plus, il faut bien faire attention à l'orthographe. Il faut bien faire attention vraiment dans les détails à la traduction, alors qu'on peut plus facilement tricher en doublant. Bon, après, il y a des règles à respecter sur les sous-titres. Par exemple, la ligne du dessus doit être plus courte que la ligne d'en dessous. Alors là, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que c'est une coupure logique. À la fin, ici, il y a une virgule. Donc ça serait idiot de couper là alors qu'il y a une virgule ici. Donc on coupe aussi de manière logique avec, selon les groupes de mots ou la ponctuation. En gros, on essaye de mettre une idée par sous-titre. On doit justifier le sous-titre au centre, et pas à gauche, ni à droite. Et donc, c'est sur 2 lignes maximum. S'il n'y a qu'une seule ligne d'utiliser sur les 2 sous-titres, on utilise seulement la ligne du bas, et pas la ligne du haut. Entre les sous-titres, il faut laisser 3 images. On doit faire un liseré, et pas un ombrage. Le sous-titre démarre au moment où la personne parle, donc nous on se base sur l'onde sonore, tout simplement. Voilà, par exemple, là elle commence à parler ici, elle commence à parler ici, le sous-titre commence pile quand elle commence à parler. Par contre, on peut faire continuer le sous-titre un petit peu après, c'est pas gênant. Donc on fait tout à la main sur Avid, donc en fait chaque sous-titre c'est comme si on crée une petite vidéo qu'on pose, donc ça prend énormément de temps. C'est entre 100 et 150 sous-titres pour 5 minutes de Tokyo Café. Parfois ça monte jusqu'à 300, 350, ça dépend des épisodes. Et en plus, dans Tokyo Café, c'est particulier parce que les sous-titres sont colorés. C'est-à-dire que si Suzuka parle en japonais, c'est en bleu. Si elle parle en français, c'est en rose. Et parfois, il y a les deux qui se mélangent dans les mêmes phrases. Par exemple, le 100% où il y avait de vendredi dernier, donc où il y avait Uchiyama, lui il parlait beaucoup, ça faisait un peu plus de 100 sous-titres, je crois. しかも CPU がファミコンなので8081だったかなとかっていうようなんですね、CPU にアセンブラ直打ち。Il cite, il dit oui, je programmais donc pour la Famicom, c'était un processeur 8081. Or, il s'est trompé, le processeur 8081, c'était pas un processeur Famicom, c'était un processeur Intel. Donc le débat, est-ce qu'on laisse l'erreur ou est-ce qu'on la laisse pas? Et finalement, comme lui, il est pas vraiment sûr et qui dit oui, je crois, en japonais, on a laissé le je crois. Donc voilà, il se trompe, c'est pas nous, c'est lui.
En tout cas, dès qu'il y a des mots étrangers dans un texte, on essaye le plus possible de s'approcher de la prononciation originale quand c'est possible. Le développeur Housemarque, connu pour son travail respectable sur Super Stardust HD, nous dévoile les premières images d'Outland. Moi je suis partagé là-dessus, sur la prononciation. Il est vrai qu'il y a des mots, par exemple, moi l'exemple le plus typique c'est Activision, Activision. Donc oui, la prononciation normale c'est Activision, mais tout le monde dit Activision. Du coup, comment le prononcer réellement, c'est en effet là c'est des sujets à débat de temps en temps sur des trades, on se prend un petit peu la tête à savoir comment prononcer tel titre de jeu ou tel nom de développeur par exemple. Il y a même eu certains cas qui ont fait polémique. Moi, je me souviens surtout de Mickey dans Retro Magic. Dans Castle of Illusion, Mickey doit sauver son éternelle compagne, Minnie Mouse. Enfin, je pense pas que ce soit exagéré de vouloir prononcer les trucs bien. Évidemment, donc, il y a cet exemple Mickey Mouse et Mickey. Voilà, ça, à la limite, moi, ça me dérange pas qu'ils disent Mickey Mouse, parce que c'est vraiment Mickey Mouse, mais c'est qu'en France, tout le monde est tellement habitué à dire Mickey que voilà. Donc évidemment, pour certaines personnes, ça va paraître un petit peu hardcore, on va dire, mais... Je pense que c'est plus on a eu l'habitude et plus surtout ça remonte dans l'enfance, des choses qui remontent très longtemps, qui sont ancrées depuis très longtemps. C'est d'autant plus dur de revenir en arrière et d'essayer d'inverser la vapeur. Mais c'est des histoires de convention et une fois que le public est habitué à quelque chose et qu'il y a une certaine masse critique, qu'un certain nombre de gens vont avoir accepté une telle prononciation, évidemment, ceux qui sont en minorité auront plus de mal à se faire entendre, même si c'est eux qui ont raison. Si aux 20h, tout le monde se mettait à dire Mickey Mouse, et que voilà, pendant 20 ans, on nous dit Mickey Mouse, un jour, quelqu'un qui arrive et qui nous dit « Ah, c'est Mickey !» Tout le monde rigole. C'est des choses qui sont arbitraires. Il n'y a pas eu une loi pour dire en vertu de la loi 45, ça sera Mickey Mouse et pas Mickey Mouse. On va pas dire Metal Gear, on va pas dire Silent Hill, mais par exemple sur un Resident Evil ou Resident Evil, c'est vrai que de temps en temps on peut se poser la question parce que tout le monde dit Resident Evil au final, quoi. Même si je pense qu'au fur et à mesure, donc sur No Life, à force d'entendre la bonne prononciation, peut-être qu'au final, les spectateurs finissent par l'attraper aussi. Le public est très exigeant, mais aussi connaît très bien son domaine. Ce qui fait que, par exemple, moi, quand j'ai interviewé les Morning Musume, par exemple, y a Tanaka Reina qui commence par faire Otsukare Reina, et c'est son petit jeu de mots fétiche, où elle mélange Otsukare Sama Deshita, qui est une expression qu'on dit quand quelqu'un a terminé un travail ou autre, quand à la fin de journée de boulot, on dit à tout le monde Otsukare Sama, et voilà. Et elle contracte ça avec son propre nom, son propre prénom. Donc elle fait son petit jeu de mots, rien qu'elle, qui est un peu sa signature, son gimmick. Et comment on traduit ça en français? Otsukare Reina, je suis Reina Tanaka. Les otages connaissent le gimmick. C'est pour ça que, malgré tout, même si en général j'essaye de traduire et de rendre un maximum, je me suis dit, bon, pour ça, je peux le laisser en japonais, pour une fois.